Je suis ravi de vous accueillir pour cette journée et je tiens à exprimer la grande satisfaction de la Fondation pour cette initiative de l'Académie royale des sciences économiques et financières d'Espagne qui va nous amener à réfléchir ensemble et à parler de l'Union européenne au-delà de la crise qui n'est pas encore tout à fait derrière elle, mais que nous avons le ferme espoir et qu'on est en train de surmonter. Depuis 2008, cette crise nous fustigue. D'abord, la crise financière des subprimes des États-Unis et la crise bancaire mondiale, née hors d'Europe, mais avec une forte répercussion sur notre continent. La crise des dettes souveraines qui a fortement touché la zone euro. La crise économique avec son corollaire triste du chômage et la crise sociale avec des manifestations, des indignations dans de nombreux États membres de l'Union européenne. C'est une crise qui n'est pas terminée, même si le plus dur semble être déjà derrière nous, mais c'est somme toute une crise salutaire. Jean Monnet disait dans ses mémoires « J'ai toujours pensé que l'Europe se ferait dans les crises et quelle serait la somme des solutions données à ces crises. » On constate une fois de plus que l'Europe se fait par la somme des solutions données aux crises successives. Une fois de plus, la Royal Academy de sciences économiques et financières d'Espagne traverse les frontières du pays qui l'a vu naître pour partager avec le monde de la science et la culture des connaissances et des travaux en vue d'approfondir les unes et les autres les secrets cachés des processus récessifs et dépressifs qui troublent l'harmonie européenne et qui provoquent l'angoisse et l'inquiétude des millions de citoyens de notre vieux continent. Et nous le faisons ici, au sein de la Confédération helvétique, conjointement avec une institution aussi prestigieuse que la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Nous sommes convaincus que l'acte académique solennel qui commence sera un nouveau point de repère pour tous ceux qui, d'un point de vue social, scientifique et technique, souhaitent apporter les lignes d'action capables d'améliorer et de consolider la cohésion et l'efficacité interne de l'Union européenne, ainsi qu'augmenter son influence externe, notamment dans l'intérêt des pays membres. Visant à l'horizon ces points de référence, l'Académie royale et la Fondation et l'Académie royale ont convenu de développer, sur le thème général de l'Union européenne au-delà de la crise, deux aspects autour desquels tournent de nombreuses inquiétudes. Vous savez tous mieux que moi que la crise économique et financière qui s'est installée en Europe ne disparaîtra pas en un tour de main. L'étape de l'austérité financière a pris très longtemps. Je parle seulement de la réalité espagnole. Je fais des vœux pour que des prédictions positives s'accomplissent. Mais il me semble que l'Europe manque bien d'élan pour relancer l'investissement et la consommation qui sont indispensables pour augmenter et soutenir la croissance et la compétitivité. Les mesures adoptées par les gouvernements de l'Europe du Sud vont sûrement dans la bonne direction, mais le coût humain a été exorbitant. Je suis né en 1937. Lorsque j'étais enfant, la tourmente s'était à nouveau emparée du vieux continent. Les sujets agréables et futiles étaient absents des conversations. Seuls les temps que les bombes prétenaient alors l'attention, et ce, jusqu'à ce que l'Europe soit en ruine. Pourtant, à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, pour la première fois, les discours ne se focalisaient plus sur l'équilibre de l'Europe. Le balance of power s'était propagé à l'ensemble du monde. On appelait ça la guerre froide. Sous sa protection précaire, l'Europe de l'Ouest pouvait, pour la première fois, rompre avec son cercle vicieux de massacres et de vengeance. D'un éternel champ de bataille
allait alors émerger un véritable laboratoire de démocratie. La flexibilité que je signalais au départ me semble donc incontestable. Quelles sont les conséquences pour nos débats? Le débat sur la méthode est aussi vieux que la construction européenne. Elle existe déjà dans les propositions, en tout cas dans les idées de Jean Monnet. Chacun reconnaît l'immense mérite de la méthode dite communautaire qui associe la Commission, le Conseil et le Parlement dans un processus décisionnel. Je conclus en vous disant que la structure institutionnelle de l'Union me paraît beaucoup plus flexible qu'on ne le dit, qu'elle a connu des changements très considérables depuis 2007, qu'elle s'adapte graduellement à une Europe à plusieurs niveaux, qu'elle passe de l'exercice d'un pouvoir principalement normatif à un pouvoir largement exécutif, c'est-à-dire de la gouvernance au gouvernement, qu'il est important de prendre conscience de cette flexibilité dans un moment où, dans tous nos pays, l'opinion publique voit l'Europe comme rigoureuse et immuable. Elle est rigoureuse, je ne crois pas qu'elle soit immuable. Le fonctionnement effectif des institutions se modifie sous nos yeux et l'Union européenne de 2013 n'est pas celle de 2007. Celle de demain ne sera d'ailleurs probablement pas non plus identique à celle d'aujourd'hui. C'était le message que je voulais essayer de vous communiquer aujourd'hui. Merci. N'utiliser que les armes de la raison, de la persuasion et du bon exemple fait partie de la mission de la Fondation Jean Monnet et de l'Académie espagnole qui patronne aujourd'hui cet acte. Dans cet esprit de construction d'un avenir meilleur, j'ai le sentiment que le principal défi de l'Europe d'aujourd'hui est d'être capable d'inspirer à l'ensemble des citoyens une confiance solide dans l'Europe elle-même. En effet, je pense, comme j'ai eu l'occasion d'exposer à Helsinki il y a un an, que la valeur confiance doit être récupérée, précisément dans les relations entre les États membres de l'Union et entre les territoires et organisations sous-étatiques, comme les Länder allemands ou les régions espagnoles. Nous souffrons actuellement une accumulation de dommages comparatifs, présumés ou réels, mais vécus, pour ce qui est de cette question, avec intensité, par la population au point d'influencer la pensée sociale, au risque de simplifier. Ceux qui se situent ou se considèrent du Nord regardent avec méfiance ceux qui s'y trouvent au Sud, dans une cérémonie de la confusion dans laquelle de multiples Nords s'affrontent à différents Suds. L'Union, qui à partir de son élargissement vers l'Est avait connu un soudain conflit Est-Ouest, souffre maintenant en même temps un nouveau conflit Nord-Sud. Dans mon introduction, je dirais que le sort et le destin de l'Union européenne scelleront, à n'en pas douter, le sort et le destin de toute l'Europe occidentale, notamment ceux de la Suisse, qui est un membre de l'Union européenne de facto, tant elle y est imbriquée par sa position géographique, par son histoire, sa culture et aussi par les nombreux accords qui la lient à l'Europe, bilatéraux et multilatéraux. J'en infère que les relations internationales vont continuer d'être largement façonnées par les discussions, les décisions et compromis auxquels parviendront les quelques grandes puissances continentales et que les autres États devront s'en accommoder bon an, mal an. Avec cette situation comme toile de fond, que doit faire l'Europe? À ce stade de sa construction, elle est, comme je l'ai dit, une entité hybride dans laquelle se mêlent des éléments d'État fédéral et d'organisation internationale. Cette configuration ne lui donne pas, à l'échelle mondiale, le rôle qui devrait lui revenir en tant que plus grand et plus riche marché mondial. Nous ne sommes pas tout à fait dans cette situation, mais nous nous en approchons dangereusement. Le chômage et la précarité sont propices à l'extrémisme et aux révolutions sociales.
parce que le sujet n'est pas facile. Parler de l'espace euro-méditerranéen en ce début du mois de juin 2013 et parler à la fois des opportunités et des défis de cet espace, ça relève plus de la gageure que de la certitude. Il y a plus de questions que de réponses et malheureusement aujourd'hui plus de doutes que de réponses avérées. Et pourtant, cet espace est vital. Vital pour nous au Sud, vital pour l'Europe, l'Union européenne et l'ensemble du continent européen. Vital aussi pour le monde occidental et j'en dirai un mot tout à l'heure parce que, avec toutes ces incertitudes, c'est aussi peut-être pour l'Union européenne une opportunité historique de reconquérir à la fois son leadership et son rôle dans la communauté des nations. Mais c'est aussi aujourd'hui en Méditerranée que convergent toutes les menaces, que convergent toutes les fractures, que s'expriment toutes les tensions. Et il n'y a aucune raison que nous soyons fatalistes et qu'on en accepte cette réalité aujourd'hui comme une donnée irréversible, simplement parce qu'on est méditerranéen, simplement parce que l'islam doit trouver une autre régulation de ses relations avec l'Occident judéo-chrétien. Je ne parle pas de rhétorique philosophique purement ou de spiritualité. Cet ensemble est cohérent, qu'il s'agisse de la sécurité ou du développement de nos échanges, qu'il s'agisse de la culture ou de nos échanges commerciaux. Tout ceci se tient quand on parle de Méditerranée. C'est une capillarité qui se tisse, qui se construit et qui devient légitime quand elle est transversale. On ne peut pas être simplement partenaires commerciaux quand on est méditerranéen. On doit tout oser et on ne doit rien oublier. L'acte académique solennel est en train de se finir. Les résultats ont arrivé et même surpassé les objectifs que nous nous sommes fixés au début de l'organisation de cet important événement. Nous avons pu observer un intéressant choix d'opinion des intellectuels, d'hommes de la politique, d'hommes d'affaires et académiciens présents aujourd'hui à notre séance sur le processus dépressif d'une grande partie des systèmes économiques européens qui cherchent, dans les domaines économiques et financiers, des solutions aux nombreux maux qui nous affligent. La Royal Academy des sciences économiques et financières d'Espagne a lutté avec ses académiciens de chaque époque pour améliorer les drames des citoyens pendant les périodes dépressives. Aujourd'hui, nos travaux communs et nos recommandations vont diriger à fournir une contribution à la lutte contre la misère et le désespoir de tant de citoyens de l'Europe. Finalement, merci, un grand merci à la Fondation pour son accueil, pour tout ce qu'il a fait pour que nous soyons ici présents. Merci, Monsieur José María Gil Robles, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur général, pour vos efforts. Merci, Monsieur le conférencier. Merci, notre ami José Daniel, pour tout ce qu'il a fait pour que cet acte a pu être possible. Merci, Monsieur Gilaluja. C'est à moi maintenant de ajouter quelques conclusions et je vais le faire en commençant par m'associer sincèrement à tous ces remerciements. Je remercie aussi l'Université de Lausanne et m'associer très spécialement aux rapporteurs qui ont apporté tellement de bonnes et de belles idées au long de la journée et à ceux qui ont fait un travail d'organisation énorme
tant M. José Daniel que M. Gilles Grand et M. Bribosi et toute l'équipe de la Fondation. Je pense que dans la dynamique européenne, ce qui est très important, c'est de voir la réalité, poser les problèmes, donner des idées pour leurs solutions. Ces idées feront leur chemin, elles se confronteront avec d'autres idées, d'autres solutions, et il y aura un moment où les besoins de la réalité imposeront progressivement des solutions. Soyons donc optimistes, pensons qu'on a passé le moment le plus dur, qu'on doit maintenant commencer à travailler à la relève et que toujours après les 7 ans de vaches maigres, on a 7 ans de vaches grasses. Bienvenue les vaches grasses, merci pour votre travail et votre collaboration.